Pour ce conseil municipal du 8 avril 2001. Il est 18h30, donc si vous le voulez bien, je vais commencer cette séance par l'appel nominal. Monsieur le Ménard présent, Madame Hélène Spinelli, Monsieur Christian Olivier, Madame Martine Megheni, Monsieur Alain Gracia, Madame Monique Ravel, Monsieur Gilles Taloté, Madame Linda Sarniac-Benjerouane, Monsieur René Bucois, Madame Elisabeth Ferrier-Liam, Madame Éléonore Jaine, présente. Madame Catherine Dupont-Gisolfi, présente. Monsieur Jean Puget, Monsieur Albert Pironti, Monsieur Gérard Saguetto, Monsieur Manuel Gouvernal, Madame Laurence Foyo-Caladi, dans la procuration Madame Spinelli. Madame Chantal Rizon va rejoindre la séance des encombrements. Je prends sa procuration jusqu'à son arrivée. Madame Jennifer Valory, Monsieur Jean-François Guigou, Madame Sandrine Gillet, Monsieur Sandrine Benelal. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous n'êtes pas mariés? Vous êtes présents tous les deux? Tu ne diras pas à vous, hein? Madame Mathieu Navarro, Monsieur Mathieu Bistan, Madame Claire Navarro, Madame Zara Mouchalin, Monsieur Ribouillet, Madame Aline Fekir dans la procuration Monsieur Ribouillet, Madame Josiane Picard, Madame Julie Dossenon. Je vous remercie, le quorum est athée, nous allons pouvoir délibérer valablement. Comme à notre habitude, nous devons désigner le secrétaire de séance. Je vous demanderai, comme d'habitude, de confier cette responsabilité à notre ami Mathieu Bistan. Pas de souci, merci Mathieu. Adoption du PV du 15 mars 2021. On vous a communiqué le PV de la dernière séance. Y a-t-il des remarques à faire? Monsieur Bouillet. Oui, monsieur le maire, on va s'abstenir parce qu'il y a plusieurs points qui ne relatent pas forcément les propos que j'ai tenus. Donc voilà, on va s'abstenir sur ce vote. Alors, dans les détails, tout ce qui a été dit la dernière fois, c'est sans problème. On s'abstient sur. D'accord. Bon, c'est dommage que vous ne le fassiez pas remonter vos remarques. Pour une raison simple, c'est que si vous avez lu attentivement le compte rendu de ce procès verbal de séance, d'entrée de jeu, nous avons noté que vous aviez signalé une erreur. Évidemment, on l'avait noté, donc on était à même, cette fois encore, de faire des modifications si besoin ça faisait sentir. Vous préférez vous abstenir? Allez, abstention. Le reste, on adopte. Je vais vous demander une fois, en tout début de séance, de bien lever le bras. C'est pas pour moi, mais c'est bien évidemment pour les services administratifs. Donc, abstention de M. Bouillet et de ses policiers, adoption par Mme Dossenon et Mme Picard. C'est bien ça, je n'ai pas la verlu, c'est une bonne chose. Présentation des décisions qui ont été prises depuis le 15 mars 2021. Il n'y en a pas beaucoup, y a-t-il des précisions, y a-t-il des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires. Je vous remercie. Présentation des marchés à procédure adaptée que nous avons passé. On n'en a qu'un seul qui concerne la maintenance et le contrôle des aires de jeu. Y a-t-il des remarques ou des réflexions à faire dessus? Pas de remarques, pas de contrôle, je considère comme bon. Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons tout de suite passer à l'ordre du jour avec une première délibération qui concerne nos finances et automatiquement, c'est notre spécialiste en la matière, M. Gilles Taloté, qui prend la parole. Gilles, à toi. Merci, monsieur le maire. Oui. C'est donc une délibération qui accorde une autorisation permanente générale de poursuite donnée au comptable public. Avant de la rapporter, je vais vous préciser que nous avons rencontré monsieur le maire, madame la directrice générale des services et moi-même, sans doute la dernière trésorière par intérim du poste comptable de Recouvert, puisqu'il a vocation, malheureusement, à disparaître. Cette personne nous a donné, concernant le recouvrement, un excellent renseignement, puisque notre taux de recouvrement sur l'année précédente atteint 98%.
Donc, ce qui signifie que le nombre des non-valeurs que nous présentons périodiquement n'a pas un impact très sensible sur le montant total des titres recouvrés. Maintenant, venons à cette délibération. C'est une autorisation permanente qui est donnée au comptable public afin d'éviter de lui faire demander systématiquement des autorisations sur chaque titre émis lorsque le besoin s'en fait sentir. Le conseil municipal donc autorise le comptable public à procéder à l'émission de commandements de payer sans limite de montant. Il autorise également le comptable public à procéder par voie d'opposition à tiers détenteur. Opposition à l'OTD, c'est déjà un acte de poursuite. Lorsque la dette cumulée pour un même redevable est atteint 30 €. Et ce seuil est porté à 130 € en ce qui concerne les oppositions sur les comptes bancaires. Alors ces seuils ne sont pas tirés d'un chapeau, ils sont simplement transposés des seuils du recouvrement de l'impôt. Enfin, le comptable public est autorisé à procéder par voie de saisie vente ou tout autre type de saisie immobilière lorsque le montant cumulé dû excède 300 €. Voilà, en fait, M. le maire, la délibération. Gilles, je vous remercie. Des précisions, des commentaires, je pense qu'il n'y en a pas. Est-ce que tout le monde est d'accord pour adopter cette délibération? Je vous demande de lever la main. Unanimité, je vous en remercie. Deuxième délibération, il s'agit d'un achèvement d'une procédure d'expropriation d'une parcelle de terrain appartenant à monsieur et madame Bernard au hameau de la Scour, un bout de parcelle cadastrée section BW numéro 400D. Vous avez pu voir que c'est une longue délibération. Les pièces annexes qui vous ont communiqué en font longuement la genèse de cette histoire. Je pense que nous arrivons à une phase finale. Je ne sais pas ce qu'elle donnera, mais on est en train d'y arriver parce qu'avec le dernier entrevue que j'ai eu avec les services préfectoraux, nous allons lancer une procédure d'expropriation concernant 10 mètres carrés d'une parcelle de terrain appartenant au consort Bernard et donc il faut absolument que le conseil municipal se prononce pour engager cette procédure d'expropriation. Je m'exempterai de rappeler la longue genèse de cette histoire que tout le monde connaît. Voilà. Donc je suis à même de répondre aux questions qui peuvent être posées à ce sujet. Monsieur Bouilly. Merci. Oui, alors je rappelle que M. Bernard et son épouse sont présents parmi nous ce soir au Conseil. Ça les touche effectivement tout particulièrement. Non, allez-y, vous êtes deux. Alors effectivement, ce sujet dure depuis de nombreuses années. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Vous avez refusé que M. Mille distribue un petit document qu'il avait mis, à mon avis, beaucoup de temps à faire, puisqu'il récapitule toute la procédure depuis le début. Il trouve un peu fort qu'on dise qu'une situation ubuesque entre deux riverains, parce qu'en fait, il faut quand même bien rappeler que c'est la faute de la mairie. Le problème vient à partir au tout début de l'histoire, c'est que la mairie a construit un parking avec sur une servitude qui devait revenir à M. Mille. C'est vrai que pendant longtemps, personne ne s'en est rendu compte, ça a fonctionné, jusqu'au jour où il y a eu un différend de voisinage, et ça est arrivé à ce que la personne qui réclame son dû, et qui a raison, puisqu'en fait, il n'a pas donné de passage à M. Mille, empêche M. Mille de rentrer chez lui. Sauf qu'à partir de ce moment-là, les mairies successives ont tardé à intervenir, et vous êtes élu quand même depuis 13 ans. Depuis 13 ans, rien n'a été fait pour solutionner, si ce n'est de trouver des solutions amiables. Alors, je pense que la solution que vous prenez aujourd'hui, elle aurait dû être déclenchée beaucoup plus tôt, parce qu'une procédure comme celle-ci va être relativement longue. C'est au moins, d'après ce que les moyens laissés à 2 ans. Ça repousse encore l'échéance de voir l'issue finale se terminer rapidement. À moins que cette
procédures qui sont lancées aujourd'hui déclenchent chez M. Bernard l'envie d'accepter la proposition que vous lui avez faite il y a quelques années, qui pourrait effectivement solutionner rapidement le problème. Mais c'est vrai que, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un jugement aujourd'hui qui est tombé parce que, par rapport à l'appel que vous aviez fait de la condamnation de la mairie, et la mairie a donc encore perdu, et la mairie va être donc condamnée à des astreintes pour résistance abusive. Donc ça quand même donne l'esprit de ce qui s'est passé, c'est qu'en 13 ans, la municipalité ne s'est pas conformée à la logique de rendre le passage qui était dû à M. Mille. Donc c'est pour cette raison que nous allons nous abstenir, parce que malgré que nous voulons que ça se fasse rapidement, la solution engagée aujourd'hui, à mon avis, est un peu tard. Voilà. Monsieur Rouillet, je vous remercie de vos remarques, qui sont tirées d'un document que vous a donné Monsieur Mille, parce que vous êtes persuadé que c'est les études Bernard que vous avez là, mais vous ne pouvez pas trop bien connaître le dossier, puisqu'en réalité, c'est Monsieur et Madame Mille qui sont présents dans la salle et non pas Monsieur Bernard et Madame Bernard, comme vous l'avez annoncé en début d'intervention. Il se trouve que depuis le temps que je suis élu en charge des responsabilités de la commune, je n'ai eu qu'un souci, c'est de m'attacher au bien de la collectivité par rapport aux intérêts individuels. Construire une route à côté d'une route, je trouve qu'on est dans le ridicule le plus total, alors qu'il y a déjà une route qui existe et qu'il suffit d'obtenir une autorisation pour y passer dessus. Vous le savez, je ne suis pas avare dans mon travail et dans l'ensemble des démarches que j'ai pu entreprendre, malheureusement, on se retrouve devant un litige de propriétaire que je n'arrive pas à solutionner. Il faut quand même, puisque vous avez vu le dossier, vous rendre compte que la commune était à même d'acheter 10 mètres carrés de terrain pour 25 000 €. Donc c'est pas que l'on ne peut pas faire quelque chose, c'est qu'on a en face de nous quelqu'un qui est têtu et borné pour des raisons qui sont les siennes et que je ne commenterai pas ici. Après, tout se complique, parce que vous avez fait un résumé, bien évidemment, un petit peu succès. Il faut se rappeler qu'en son temps, j'avais eu une missive de la métropole dans le cadre d'un transfert de compétences du parking. Quelle missive disait ne vous occupez pas du dossier, c'est de compétences métropolitaines. Parce que quand une compétence est transférée, elle est aussi transférée avec les contentieux qui va avec. Et puis quelques temps plus tard, on nous a à nouveau réécrit en nous disant attention à une chose, c'est plus ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est maintenant, c'est de votre responsabilité. Et puis ils sont tellement cohérents qu'ils viennent avec nous au tribunal, c'est-à-dire qu'ils chargent un avocat de défendre les intérêts de la métropole parce qu'on est sur un parking. Et quand bien même, on devrait faire une route, moi je vais avoir des difficultés de faire une route sur un terrain qui n'est pas à la commune. Parce que pour désenclaver la propriété de M. Mille, il va falloir faire une rampe d'accès. Rampe d'accès qui, dans le cadre d'une voie nouvelle, va donc bien évidemment être obligée de répondre à certaines normes, notamment des normes de défense contre l'incendie. Donc il ne va pas falloir que cette pente fasse plus de 15%. Vous connaissez bien le coin, puisqu'on a l'occasion de temps en temps de traiter ensemble, malgré notre position politique, au cercle de la Scour. Et sur cette base-là, vous imaginez un petit peu qu'il va falloir partir pour avoir moins de 15%. Il va falloir, puisqu'on est dans le cadre du PPRIF, de faire une voie nouvelle de 6 mètres de large. Et je ne préfère pas imaginer le résultat des courses, ce que ça va donner par rapport aux parents qui utilisent le parking, qui dessert l'école et qui est à proximité. Donc avant de réaliser les travaux, peut-être que nous serons obligés de réaliser, on va essayer de voir si on ne peut pas, uniquement par le biais de documents administratifs et certainement de sommes pécuniaires à dépenser par la commune, puisque vous l'avez dit très justement et très honnêtement, ce n'est pas notre municipalité qui a réalisé ce parking,
on va aller jusqu'au bout des procédures. Et puis si un jour on est obligé de faire une route à côté de la route, on fera une route à côté de la route. Une fois que les services métropolitains nous auront dit enfin qui c'est qui gère les routes et qui c'est qui gère les parkings. Parce que je vous rappellerai que les conventions de gestion qui font que les parkings sont gérés par la commune à l'heure actuelle, monsieur le préfet a demandé à la métropole qu'elle n'existe plus. Donc on va avoir le résultat bientôt des courses par la métropole. Quant au procès en appel dont le délibéré a eu lieu ce matin, vous vous doutez bien que je connaissais le résultat de ce procès. Il ne m'a pas étonné. Il ne m'a pas étonné. On n'est pas sur le bien fondé d'avoir bouché une servitude ou pas, on est sur le bien fondé de la compétence d'un tribunal. C'est-à-dire qu'on estime à un moment donné qu'il y a un ouvrage qui a été fait sur du domaine public, puisque c'est un parking, et que le litige doit être jugé non pas par le tribunal judiciaire, mais par le tribunal administratif. Il se trouve que dans une première instance, on nous a donné tort, et dans la deuxième instance en appel, notre avocat, Maître Patrice Vaillant, a souligné l'incompétence du tribunal. Le tribunal ne le reconnaît pas, nous condamne sous 6 mois, sous astreinte à réaliser les travaux. D'ici 6 mois, le Covid sera terminé. Nous aurons bien évidemment engagé très certainement une procédure en Conseil d'État, parce que c'est un des fondamentaux du droit français. Il y a un partage des responsabilités entre les différents tribunaux en fonction des affaires qu'ils auront à juger. Et sur cette base-là, tout à fait sereinement, on va continuer à travailler. Dès demain, d'ailleurs, je vais téléphoner à M. Bernard pour lui dire, parce que je pense qu'il ne suit pas du tout les actualités, que nous avons voté ce soir un début de procédure d'expropriation à son encontre, tout à fait tranquillement, comme je l'ai toujours été avec l'équipe municipale sur ce dossier. On défend les intérêts de la commune, on veut éviter, excusez-moi l'expression de la redire, de faire une route à côté d'une route. Voilà. Je n'ai pas envie qu'on dépense des sous là-dessus, surtout qu'au départ, on s'imagine qu'on va faire une petite rampe d'accès, mais dès qu'on voit les techniciens avec leurs gros livres, leur réglementation et tout, ça part de suite dans le compliqué. Voilà, c'est la réponse que j'avais à vous apporter. J'espère qu'elle vous satisfait. Y a-t-il d'autres précisions à apporter? Pas de précision. Donc, je vais demander de voter l'expropriation. Qui est pour? Qui s'abstient? C'est voté? C'est voté. Une quatrième délibération, une troisième délibération concernant le projet urbain partenarial de Capier. Hélène, je te cède tout de suite la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est un PUP, c'est-à-dire un projet urbain partenarial entre la commune et la SARL l'Escaillon. Donc, on parle de Capien. Ce PUP date de 2010. C'est la raison pour laquelle la commune est concernée par cet avenant, car vous savez tous que les PUP sont maintenant gérés par la métropole depuis le 1er janvier 2018. Donc, le principe d'un PUP, c'est de faire supporter financièrement une partie des équipements publics à l'aménageur. Et c'est en ce sens qu'une délibération avait été prise le 26 novembre 2012. Et donc, cette délibération avait déterminé la liste des équipements publics, leur coût, ainsi que la part mise à la charge, bien sûr, de l'opérateur, soit 50% sur la partie publique relative au chemin de Pierresca, puisque, bien sûr, le chemin de Pierresca est un chemin communal. Alors, à l'époque, c'était une estimation, et il se trouve que l'opération qui vient de commencer en 2021, donc 2012-2021, le temps a passé, bien sûr, et donc il faut une réactualisation des devis, et c'est cette réactualisation qui est proposée ici. Voilà, sachant que pour le chemin de Pierresca, au niveau du revêtement de voirie, on était à l'époque à 28 000 et quelques euros, et qu'aujourd'hui on passe à 29 965. Ça, c'est le coût total des travaux.
Mais vous voyez que la commune payera que 14 982 €. Et pour l'adduction d'eau potable, les travaux s'élèvent à 25 741. À l'époque, ils s'élevaient à 24 000, un peu plus de 24 000. Et pour la commune, c'est 12 870 €. Voilà. Merci Hélène. Des précisions, des commentaires, le souligner. Merci. Alors effectivement, à l'époque, quand le premier PUP avait été signé, la compétence de l'eau était la commune. Comment ça se fait qu'on continue à payer la prestation alors qu'aujourd'hui, c'est plus notre... Alors, je viens de vous l'expliquer parce qu'à l'époque, en 2010, c'était de la compétence, c'est un PUP qui a été fait à l'époque entre la commune, c'est la commune qui s'en est occupée, et la métropole nous a dit de continuer à nous en occuper puisque c'était un PUP qui était ancien, tout simplement. Et donc, l'adduction d'eau, entre parenthèses, c'est uniquement la mise en place d'un poteau incendie. Voilà. Il est moins haut que ce qui était prévu au départ. Il est un peu plus bas sur le chemin. C'est tout simplement parce que la métropole nous a demandé de continuer. C'est la loi qui fait ça. C'est-à-dire que quand il y a eu le passage en métropole, ils ont décidé de s'occuper, eux, de gérer les PUP, puisqu'ils considéraient que c'était des projets d'aménagement urbain. Et donc, sur cette base-là, ils nous ont levé la compétence PUP. Par contre, les PUP qui étaient déjà commencés, on devait les terminer. Donc voilà pourquoi on en est à repasser cette délibération aujourd'hui. Voilà. Alors, ça c'était pour la question qui était bien à l'esprit en premier. Oui. Ensuite, quand on voit la configuration du terrain de la SRLS Caillon, qui vient carrément en bordure de chemin, où il n'y a plus qu'à se brancher au niveau déjà des infrastructures existantes, pourquoi, vu la somme que le promoteur va quand même pouvoir réaliser, les bénéfices réalisés sur cette opération, pourquoi la mairie intervient encore une fois pour payer de l'argent public sur un promoteur qui va faire des plus-values exceptionnelles sur son terrain quand on sait le prix qu'il a acheté, même avec les travaux qui viennent de faire en ce moment. Pourquoi la mairie est obligée de payer, se sent obligée de payer une somme relativement, c'est pas énorme, mais quand même une somme assez importante, alors que le promoteur pouvait très bien, surtout que les ouvrages qui vont être créés ne servent pas à d'autres personnes, ils servent pratiquement qu'au lotissement, et c'est le raccordement et la route. Quand on voit les camions qui passent en ce moment sur la route, c'est là où vous faites. complètement détruit. Vous êtes en train de raisonner en bon sens. Le problème, c'est que vous méconnaissez totalement le dossier. Et vous ne savez pas du tout ce que c'est le PUP. C'est du domaine public. Voilà. Le problème, c'est qu'on intervient sur du domaine public, on est sur du renforcement de réseau. Et sur cette base-là, c'est la loi qui fait obligation de réaliser un projet urbain partenarial. Vous vous doutez bien, je ne vais pas faire une rampe pour M. Ville, vous vous doutez bien que je n'ai pas fait les pognons à Perrotino. Franchement. Non, mais je pose la question. Donc, c'est qu'à un moment donné, s'il y avait effectivement des gros travaux à faire, il y a des obligations, M. Louis. Vous vous doutez bien qu'il y a des obligations au niveau du PUP, il y a un renforcement de réseau. Donc, comme ce renforcement de réseau va profiter à la fois au programme immobilier et à d'autres, vous devez avoir une participation. Et en plus, nous sommes sur du domaine public, ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour d'autres projets immobiliers. Par exemple, la contre-allée au niveau de la tannerie, où là, ils étaient à l'intérieur, ils étaient chez eux. Donc, ils ont pris à 100% ce qu'on leur demandait effectivement de faire. Et là, ce n'est pas le cas. Étant éloigné des affaires communales pendant quelques temps, vous êtes peut-être resté dans votre raisonnement sur le ZAC. Quand il y avait des ZAC qui étaient faits, c'était oui, là, c'est rare, effectivement, ça va être là, on est sur le plus. Il faut se rappeler que les ZAC, ça n'existe plus. Il faut se rappeler que les PVR, les participations pour voies et réseaux, ça n'existe plus. Et que maintenant, c'est des publics qui sont montés par le législateur comme ça. Donc, encore une fois, on est obligé de dérouler tel que la loi nous le demande. On ne peut pas faire autrement. Oui, je ne sais pas. Le principe de faire un lotissement en bordure de route, de chemin, à partir du moment, le raccordement, effectivement, il va travailler sur le domaine public pour refaire la route. Oui. Ça j'entends bien, donc, comme la route est publique, il est obligé d'avoir un partenariat avec la commune. Oui, dessous, on va dilater les tuyaux. Dessous, on va augmenter les tuyaux pour faire le maillage, M. Louis. Alors,
il y a des personnes qui sont venues me rapporter, encore une fois, c'est que des rapports, que les tuyaux de raccordement qui vont être sortis du lotissement sont plus gros que ce qui récupère un peu plus bas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Là, vous êtes en train de tout mélanger. C'est certainement mon ami Patrick Cano, avec qui j'ai longuement débattu, avec qui le technicien de la métropole, M. Rocky, s'est entretenu. Là, on va parler du pluvial. C'est quelque chose de... Non, c'est totalement différent. Si vous voulez parler du pluvial, je vais vous donner l'explication parce qu'elle est tout à fait simple. Le pluvial est une compétence métropolitaine. Donc, tout ce qui se réalise en matière de tuyaux et de fossés, c'est une compétence métropolitaine. Bon. Pas de souci. Dans le cadre du permis de construire, les services métropolitains ont demandé la création de bassins de rétention avec un débit de fuite. Bassin de rétention, débit de fuite et tuyauterie payés en totalité par le promoteur, puisqu'il n'y a aucun intérêt public là-dedans. Bon. Ensuite, un des riverains, et fort justement, c'est un ami, Patrick. Il m'a appelé en me disant qu'il me semble qu'il y a un souci par rapport aux pluies que l'on subit et au ruissellement qu'il y a. J'ai peur pour ma maison, il habite juste à Mal. Vous savez où il habite, monsieur Louis. Sur cette base-là, les techniciens sont montés. Bien évidemment, ils m'ont expliqué que l'étude hydraulique qui avait été faite était totalement cohérente, que le bassin de rétention qui avait été créé était destiné à récupérer les terres imperméabilisées par la création du lotissement de la SARL Escalion, et que de l'autre côté, l'eau qui venait était l'eau qui venait du chemin de Pierre-Escal. Et là, dans le cheminement qu'ils ont fait pour voir les fossés, les tuyaux et les talus, ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y avait un étranglement sur une longueur de 9 mètres enterré. Et sur cette base-là, à partir du moment où on a un pluvial qui est enterré, je parle sous couvert de mon directeur technique, mon ami Daniel, c'est une compétence métropolitaine. Donc sur cette base-là, on est en agglomération de surpoids. Donc la métropole, donc le CT4, puisque vous savez que c'est une compétence qui monte à la métropole qui redescend, tout à fait tranquillement. Quand ils vont avoir le budget, ils m'ont promis d'ailleurs le budget utilisé assez rapidement, ils vont changer ces 9 mètres pour à nouveau les recalibrer à la dimension du fossé à ciel ouvert qui lui est de notre compétence à nous à vérifier avec nos tisseurs, parce que là on ne sait pas. Donc c'est des choses qui sont totalement différentes. Vous parlez de l'eau, mais vous avez compris que l'eau qu'on met dans le pastis et l'eau qui nous envoie le bon Dieu, c'est pas la même chose. Voilà. Donc la précision. Pas d'autre précision, pas d'autre commentaire? J'ai pas de réponse. Non? On est où? Pas de précision, pas de. C'est fini? Bon, écoutez, je mets au voix qui est pour donc la madame du pub, qui s'abstient. Je vous remercie. Je l'ai dit en avance tout à l'heure, ici a une bien belle délibération. Alors, on va te donner le micro. Oui, c'est une bien belle délibération qui met bien en exergue les actions initiées par M. le maire et toute son équipe pendant la période actuelle que nous vivons, où il est nécessaire d'entamer de nombreuses démarches pour la vaccination de nos administrés. Donc, si vous voulez bien, monsieur le maire, en parler, puisque c'est vous qui avez été en contact avec le docteur Garnier, je donnerai les détails de la délibération, qui est toute simple, puisqu'il s'agit de donner une subvention à cette association gérée par le docteur Garnier, qui a facilité, grâce à ses relations avec monsieur le maire, la vaccination de plus d'une centaine de Roquevérois, et je crois que je suis loin du compte. Aux alentours de 150, Nina. On est à 150 Roquevérois qui ont pu bénéficier d'une vaccination. Il y a une vraie réalité par rapport à ce que vient de dire notre ami Christian, c'est que depuis le 17 mars 2020, date du premier confinement, l'équipe municipale majoritaire
s'est toujours attaché à essayer de faire le maximum pour essayer de faciliter la vie de nos administrés, de nos chers Roquelérois. On a toujours fait le maximum, ensemble, on a pris certaines délibérations, rappelez-vous, pour compenser des loyers, pour encaisser, ne pas encaisser certaines redevances, pour donner des subventions alors que les activités n'avaient pas lieu. On les a multipliées, se substituer à l'État, bien évidemment, quand il a fallu distribuer les masques dont le gouvernement était dans l'incapacité la plus totale de nous fournir, on a fait le maximum. Nous avons eu une très belle opportunité grâce à un appel du docteur Garnier qui nous signalait qu'il y a des difficultés pour s'organiser avec certains CCAS. Il savait qu'il y en avait qui étaient plus réactifs que d'autres. Et il a donc appelé la mairie de Roquevert, puisque j'ai l'honneur d'être parmi les premiers appelés, en me disant, monsieur le maire, j'ai la possibilité de vacciner. Donc, comment on fait? Bien évidemment, sous l'autorité de Linda et de son équipe au CCS, avec Laurette, eh bien, tout à fait tranquillement, on a monté des listes, ils ont monté des listes, et on a fait vacciner plus de 150 Roquelérois. Pour une raison toute simple, certains, je ne sais pas où ils prennent leurs sources ou comment ils voient les choses, s'imaginaient que les maires pouvaient monter des vaccinodromes. Moi, monter un vaccinodrome, avec l'équipe municipale et les services, il me faut une demi-journée. C'est pas un problème. Ça coûtera ce que ça coûtera. Je dis comme le président, ça n'a pas de prix. Le problème qu'il y a, c'est que les infirmières et les docteurs, moi je ne les ai pas, et les vaccins, je les ai encore moins. Donc, quand j'entends certaines personnes écrire ou dire pourquoi on n'a pas eu de centre de vaccination en clair, j'aimerais qu'on me dise un village où il y en a deux, et organisé par une municipalité. Parce que de partout où il y a eu des vaccinodromes, bien évidemment, ils auraient été montés sous la responsabilité du préfet avec la RS. Pas plus tard que vendredi dernier, ou mercredi dernier, je ne sais plus. J'étais avec le président du CT4, M. Serge Perrotino, j'étais avec M. Roland Gilberti, maire de Gémenos, président du CTE, et nous étions avec M. Michel Lam, maire de la Bouilladis, et vous savez, Michel, toute la défense qu'il a du service du public et du bien public. Il a proposé de mettre à disposition la pléiade à l'ARS pour monter un vaccinodrome pour soulager celui de la ville d'Aubagne qui était monté sur Aubagne. Et bien évidemment, il a eu des refus. Parce que malheureusement, ils n'ont pas de vaccin, ils n'ont pas de docteur, ils n'ont pas d'infirmiers. Voilà. Donc sachez-le, si la municipalité de Roquevert avait été sollicitée, bien évidemment, elle aurait monté un vaccinodrome. Mais après, je ne sais pas tout faire. Moi, je ne peux pas former des infirmières dans la matinée, des docteurs dans la journée. Par contre, les salles, je savais les mettre à disposition. Donc, un joli ballon d'oxygène pour nos administrés, puisque plus de 150 administrés, répondant bien sûr aux catégories d'âge, ont pu avoir la vaccination sur la base du Pfizer. C'est ça, un vaccin Pfizer. Et pour avoir eu au téléphone le docteur Garnier, il m'a dit que dès qu'on élargissait les âges, bien évidemment, il accueillerait très volontiers. Et Linda, il te félicite toi, Laurent, et toute l'équipe du CCS, parce qu'il paraît qu'on est ceux qui ont fait le mieux des choses. Sachez aussi que la municipalité de Roquevert, si elle n'a pas les filles avec le docteur, elle a par contre des véhicules et des chauffeurs. Et bien évidemment, certaines personnes qui ne pouvaient pas se déplacer par leurs propres moyens ont été accompagnées par les services de la municipalité. Je crois que c'est le moins que l'on puisse faire pour nos anciens. On continue à le faire et je pense qu'on le fait bien. Voilà. Donc je vais vous demander, plutôt Christian nous a demandé, je suis très heureux de se comprendre. Vas-y Christian. Oui, donc effectivement, donc, monsieur le maire, vous avez bien expliqué tout le détail du pourquoi de cette subvention exceptionnelle, puisque le docteur Garnier, quand même, qui gère son équipe au travers d'une association, n'a pas tous les moyens nécessaires pour avoir le matériel et certains équipements pour l'organisation de cette vaccination.
Donc il nous a sollicité et bien volontiers nous proposons l'attribution d'une subvention exceptionnelle, bien sûr. On avait prévu des réserves dans le budget principal pour les associations, à hauteur de 300 € pour l'aider pour tout le service qu'il peut rendre à nos administrés. Donc il vous est proposé l'attribution de cette subvention exceptionnelle à l'association pour la permanence des soins Timon. Voilà, des précisions, des commentaires. Madame Dossou. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Juste, je trouve que c'est une belle initiative. Une fois de plus, c'est pas quand même la commune qui la prend, c'est une association. Et en plus, c'est très confidentiel, parce qu'apparemment, personne n'est au courant de Alors, je ne suis peut-être pas dans la tranche d'âge, effectivement. C'était publié sur l'IWAP, c'était annoncé Oui, mais enfin, sur tous les l'IWAP, panneaux. excusez-moi, mais l'IWAP, qui a l'IWAP? C'était annoncé sur tous les panneaux, toutes les personnes. Non, mais c'est dommage, parce que c'est une belle initiative, et effectivement, on ne le sait pas. C'est Madame Dossou, j'avais promis de ne pas m'énerver. Comment vous pouvez dire de telles inepties? Comment vous pouvez imaginer qu'il y a 150 personnes pour qui j'ai un profond respect mais qui ont un certain âge, qui ne vont jamais sur Facebook, qui ne vont jamais sur LibriWap, qui ne vont jamais sur Instagram et qui se sont débrouillés de prendre contact avec notre CCAS. Et vous, voilà, je me demande si vous habitez Roquemer ou si vous habitez la région, vous ne savez pas que ça se passait. Et c'est du délire. Je veux dire, là, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Je ne suis pas la seule à pas être au courant. Vous n'êtes pas le seul à être au courant, je ne sais pas. Vous savez que c'est Emmanuel Macron le président. Et non. Excusez-moi, Madame Dossemont. Au sein du CCAS, on a une liste de personnes Et je m'énerve. vulnérables. Non, mais c'est facile de s'énerver à ce moment-là. Madame Dossemont. On veut juste avoir des informations. Je veux dire, c'est pas compliqué. Déjà, si il faut se renseigner pour avoir des informations, il faut quand même regarder ce qui se publie, parce que quand même on l'a publié plusieurs fois. Au sein du CCAS, on a une liste de personnes de plus de 75 ans, de personnes vulnérables, que l'on avait déjà en amont contacté pour leur demander qui voulait se faire vacciner ou pas, parce que pas tout le monde veut se faire vacciner. Donc en amont, on avait déjà une liste de personnes qui voulaient se faire vacciner. Dès qu'on a eu la possibilité d'avoir des places, parce qu'il faut savoir que quand même depuis le début de la vaccination, l'équipe du CCAS n'a pas arrêté de téléphoner à la plateforme téléphonique et à se connecter sur Doctolib pour avoir dans un premier temps des rendez-vous sur le centre d'Aubagne, ce qui a été extrêmement difficile. Ils ont eu beaucoup de mal à aider les personnes, parce que bien sûr, les personnes de plus de 75 ans, ils ont eu beaucoup de mal à se connecter sur Doctolib ou sur la Maya. Donc on l'a eu fait avec le CCAS, et quand on a eu l'opportunité avec le docteur Garnier de faire vacciner, on avait déjà un listing de personnes qui voulaient se faire vacciner. Et en plus de ça, tous les jours, et on a des centaines d'appels de personnes qui veulent se faire vacciner, qui attendent, qui n'ont pas encore l'âge, et qui attendent, qui se mettent sur des listes d'attente. Donc il y a quand même, le mot est passé. Après, maintenant, vous le savez, vous pouvez aussi faire passer le mot autour de vous, mais sachez que l'information est passée. Et qu'elle continuera à passer dès qu'on pourra faire les plus de 60 ans à partir du 16 avril. Il y aura encore quelque chose qui va sortir sur les réseaux, où on demandera aux personnes de s'inscrire via le CCAS. Voilà. Merci, et voilà, c'était juste une explication, je demandais un peu plus. On a communiqué quand même, voilà. On a communiqué quand on l'a pu. Écoutez, moi j'habite Roquemer, mes parents habitent Roquemer, ils ont plus de 75 ans, et ils n'ont pas eu cette information, donc peut-être qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Et 150 Est-ce que ces personnes sont inscrites dans le fichier du CCAS déjà? Parce qu'il faut s'inscrire, voilà. Sachez que la mairie n'a pas une disposition, et à chaque fois, dans les mensuels et dans quand les... il y a des choses comme ça, on peut être aussi au courant et pouvoir relayer ce genre d'infos. Non, on a mis sur le site de la mairie, c'est sûr, c'est de partout. Il faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter, on va pas vous mettre au fournier quand même, non. Voilà. Après, n'hésitez pas, pour avoir toutes les informations pour vos parents, n'hésitez pas à les faire inscrire dans le listing du CCAS. Parce qu'ils sont appelés, et s'ils sont dans le listing, ils ont dû être appelés par le CCAS pour savoir s'ils... Il ne faut pas pourquoi il y a une réponse agressive, parce que c'est juste avoir de l'information. C'est pas une réponse agressive. Non. Linda n'a pas été agressive. Le problème qu'il y a dans ce monde, c'est que je crois que quand on est dans l'opposition, il faut avoir une vision constructive des choses. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes en train, sur un ton préambulatoire,
de dire c'est encore une association qui a pris les devants, la municipalité n'a rien fait. Et pour appuyer vos dires, vous dites que vous n'avez pas fait de publicité. Vous êtes la seule dans cette salle qui ne savait pas qu'au CCAS on pouvait se faire inscrire pour descendre à la Timone se faire vacciner. Et vous me dites qu'il voit c'est pas bon, les réseaux Facebook c'est pas bon, il n'y a rien qui est bon. Ne déformez pas mes propos, monsieur le maire, excusez-moi. Et c'est exactement mon propos. C'est exactement mon propos. Vous n'avez pas dit, je déplore que c'est une association qui prend les devants. Vous l'avez pas dit? Oui, si, je fais ça. Ah, merci. Le problème, c'est qu'à partir du moment où l'État est défaillant, comme c'est bien souvent le cas, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Et le problème, c'est que la maison de la Timone, la maison de garde de la Timone, elle, c'est une association qui est là pour ça. Donc elle prend le relais. Elle prend le relais. Sachez que si on aurait pu travailler avec le centre Autobahn, on l'aurait fait. Parce qu'on est quand même en contact avec la Maya. Et moi, en tant qu'infirmière libérale, je suis allée vacciner au centre Autobahn. Donc, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de place. Et le centre Autobahn s'occupe de tous les extérieurs. Et ne peut refuser quelqu'un qui vient de Marseille, etc. Donc, on a eu énormément de mal à avoir des rendez-vous. Sincèrement, on aurait préféré peut-être bien travailler avec le centre Autobahn. Et jusqu'à maintenant, on leur a dit que ce que l'on faisait avec la Timone, ils nous ont dit continuer parce qu'actuellement, on n'a pas la possibilité d'accueillir autant de monde sur le centre Autobahn. Donc, dès qu'il y aura des possibilités, bien sûr, on essaiera de travailler avec tous les centres. Mais au jour d'aujourd'hui, le seul centre avec lequel on a réussi à vacciner autant de monde, c'est la Timone. Donc, c'est ce qu'on fait. Voilà. Je crois qu'on va clore là ce débat. Amine? Oui, bien sûr. Madame Dossement, bonsoir. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport au canal de distribution de communication UQAP. Ce sont plus de 1000 personnes, donc 1000 Roqueverrois qui suivent la station Roqueverroise, donc suivant les infos de Roquever. En plus des canaux de distribution traditionnels Facebook et autres de la ville de Roquever. Merci beaucoup. Et c'est gratuit, effectivement. Voilà. Juste un petit like, un petit j'aime et un petit vote. Merci, Amine. J'ai eu raison avec l'équipe municipale de charger une nouvelle technologie, parce qu'au moins tu peux dire des chiffres qu'on méconnaît. Quand tu me dis 1000 personnes qui suivent, on peut imaginer que c'est un pour une famille, donc on peut s'imaginer le chiffre que ça fait. Donc si là-dessus on rajoute le site internet, si on rajoute la page Facebook de la mairie, je pense que, hormis chez Madame Rousselot, tout le monde savait reconnaître ce qu'on pouvait faire. Qui c'est qui est d'accord pour voter 300 €? Eh bien voilà, une belle unanimité, malgré le débat. 5e, Christelle, tu as voté pour, oui. C'est toi qui représentais la délibération. C'est encore une fois l'unanimité. C'est notre mot. 5e délibération, Martine. Alors, la 5e délibération, c'est pour le règlement intérieur du service d'éducation. Il convient de réajuster le règlement intérieur du service d'éducation de manière à améliorer son fonctionnement. Donc, je vous demande d'adopter ce nouveau règlement avec les modifications qui ont été apportées. Merci. Comme à ton habitude, c'est très concis, Martine, je t'en remercie. Des précisions, des commentaires qui est pour adopter ce nouveau règlement? Unanimité, je vous en remercie. 7e délibération, elle concerne notre ami Alain Gracia sur le bail TDF. 6 et 7. 6 et 7, allez. 6 et 7. Voilà. La commune était dans la période de renouvellement des baux civils passés avec TDF, Télévision de France. Nous en avons profité pour réévaluer les loyers. À ce titre, je remercie l'ensemble des personnes ayant participé à ces négociations. La commune est propriétaire de parcelles de terrain figurant au cadastre de la commune à Roquever, lieu-dit Le Mont du Marseillais Garlaban. Je vous fais grâce de tous ces chiffres pour une surface totale de 623 mètres carrés. La commune et TDF, avec l'assistance technique de l'Office national des forêts, compte tenu des caractéristiques du domaine privé forestier de la commune pour les parcelles citées, ont signé en date du 26 juin 2007 un bail civil
afin de consentir à la location du bien cité au-dessus par période pour des périodes de 9 ans renouvelées dans les mêmes termes, c'est là où c'est important, et aux mêmes conditions, pour période de 2 ans. Pour ce site spécialement aménagé en vue de recevoir des stations radioélectriques qui sont sous la responsabilité exclusive de TDF. Les parties ont convenu avec l'aide technique de poursuivre l'occupation de TDF conformément aux conditions visées en annexe. Le nouveau bail proposé est d'une durée de 20 ans et offre des conditions financières plus avantageuses pour la commune, passant de 7 000 € par an à 28 300 au regard du nombre d'exploitations hébergées ce jour. Si vous voulez, je passe aussi la 7, Oui, allez. qui est la même. Donc, c'est le lieu Roquevert de Saint-Roch, c'est le Mont-Vin que vous voyez tous de la salle du Mont-Rénaud. Le nouveau bail proposé est d'une durée de 20 ans aussi et offre des conditions financières plus avantageuses pour la commune, passant de 4 000 € à 21 000 € au regard du nombre d'exploitants hébergés à ce jour. Allez, avant qu'on entame peut-être le débat, je te félicite par rapport au travail accompli avec les services. Vous avez pu remarquer que Mme Valérie est venue me voir, elle a eu le téléphone, son fils s'est coupé le doigt, il est pas coupé au pied, et comme elle avait covoituré avec René, ils ont été obligés de partir ensemble. Ce qui veut dire qu'ils vont abandonner ce conseil municipal pour ce soir. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Si j'ai une nouvelle, je vous les communiquerai en cours de séance. Il faut prendre les procurations, on le fait à la volée. Martine ne tient pas l'une et Christian qui prend l'autre. Et ils n'en avaient pas, Martine et Christian. Voilà, vous comprenez qu'il y a des urgences, il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement. On a toujours le courant, donc ça ne pose pas de soucis dans l'organisation. Allez, je te remercie du rapport de ces 2 belles délibérations qui vont me permettre de remettre un petit peu du clair et puis d'engager quant au sous par rapport à ce qu'on avait l'habitude de toucher, puisque je vois qu'on a une augmentation totale de plus de 30 000 €, plus de 30 000 €, plus de 30 000 €, et pour être tous les matins avec moi à la première heure, je sais combien tout est investi sur ce dossier, avec tous les services techniques, les élus qui t'ont accompagné, et félicitations pour ce très bon travail. Il n'y a pas de petites économies. Voilà. Des précisions, des commentaires. Oui, monsieur. Oui, juste une question technique, Alain. Le réseau télédiffusion de France, ça ne se passe plus par des relais, non? Si, Toujours, bien sûr. Vous n'avez pas dit qu'il a arrêté Non, la télévision numérique est toujours sur les sites d'ici, c'est simplement le hertzien qui a été abandonné. Mais il y a toujours toutes les télés de France et de Navarre passent par des relais de TDF. Et tout, en Mont-Vin, tous les appareillages qu'il y a pour les appareils. Ça, c'est la deuxième partie, c'est tous les opérateurs téléphoniques. C'est un contrat à part, c'est un contrat à part. Deux choses différentes. C'est pas TDF qui repasse les. Non, c'est des contrats. Merci. Notre président Walter, qui est pour de revoir ces mots, unanimité pour les 2 délibérations, la 6 et la 7 adoptées à l'unanimité, je vous remercie. 8e délibération, une délibération très importante, puisque au fur et à mesure, on voit se dessiner le futur projet de notre nouvelle école élémentaire. On en a longuement débattu dans les conseils municipaux antérieurs, et on nous avait dit que très rapidement, nous passerions des délibérations concernant l'acquisition du foncier permettant de construire cette école. C'était secret pour personne, même si nous n'avions pas annoncé officiellement. La prochaine école élémentaire de Roquevert sera construite en contrebas sur la propriété, sur une partie de la propriété Boyer et sur une partie de la propriété Guilou. On a eu, je ne vous cacherai pas, un petit peu des sueurs froides, et c'est pour ça que nous tenions à ne pas dévoiler nécessairement l'ensemble des démarches que nous avions entreprises avec
les vendeurs qui sont les consorts, voyez, pour une raison simple, c'est que leur terrain, leur propriété, il y avait la société LGA et la société VNP qui avaient l'ambition de l'acquérir, et il y avait déjà une promesse d'achat qui avait été faite à hauteur de 900 000 €. Et il y a d'excellents termes avec les promoteurs et avec, bien évidemment, vous le savez, la famille Boyer. On a trouvé beaucoup plus pertinent que ce terrain-là soit racheté par la municipalité. La difficulté, c'est que lorsque l'on achète un terrain, comme on gère de l'argent public, il faut faire une demande d'évaluation au service des domaines. Il se trouve que le service des domaines a évalué ce terrain à hauteur de 700 000 €, alors que le promoteur lui proposait 900 000 €. Il a fallu donc entamer des négociations avec la famille Boyer, et je tiens aujourd'hui à rendre hommage au nom de la majorité municipale à M. Gilbert Boyer, à son épouse, à sa fille Céline, parce qu'on aurait pu tomber sur des personnes qui se seraient arc-boutées sur le prix qui leur avait été fait. Je ne vous cache pas que si c'était arc-bouté sur ce prix-là, nous aurions cédé. Parce que c'est le seul endroit où pour 900 000 €, si on avait acheté à ce prix-là, on peut construire une école sur Roquevert. Un terrain pour construire une école sur Roquevert, c'est un terrain qui est automatiquement situé dans une zone constructive, donc qui vaut les prix que les promoteurs proposent. Ça se chiffre à plusieurs millions d'euros. Donc, avoir un terrain pour construire l'école à hauteur de 790 000 €, je dis que même si on dépasse l'évaluation des domaines d'une manière raisonnable, c'est une bonne opération en matière de foncier pour notre commune. Et encore une fois, un grand merci à toute la famille Boyer d'avoir fait ce petit geste, parce que par rapport à un promoteur immobilier, ils perdent quand même 5 000 €. Donc c'est un grand merci, et le moment venu, vous le savez, nous ne sommes pas des ingrats. J'espère que nous pouvons remercier comme il se doit Gilbert. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Après, vous avez compris qu'il s'agit de détacher une parcelle d'intérêt d'éléments plus grands. Elle porte maintenant le numéro de section année 63, et nous l'achèterons au prix de 790 000 € hors charge et hors taxe. Bien évidemment, le notaire de l'opération sera le notaire de traditionnel de la mairie, c'est-à-dire l'étude Lucas Sarma de Victor Associé à Pont-Étoile. Et aussi, je vous demande ce soir de m'autoriser à faire une demande de subvention la plus élevée possible, à la fois auprès du conseil régional et au conseil départemental, parce que bien sûr, on va être dans le cadre d'achat de tels éléments immobiliers pour la construction d'une école, et on espère la subvention la plus large possible. Je ne vous cache pas que j'espère qu'on dépassera dans le cas d'espace de 50%. Ce qui veut dire qu'au bout, on risque d'avoir le terrain pour une école qui aurait pu coûter à un autre endroit plusieurs millions d'euros. On l'aura, nous, à hauteur peut-être pour la commune de même pas 500 000 €, voire moins. Voilà. Des précisions, des commentaires? Madame Navon. Oui, vous l'avez dit, monsieur le maire, le secret est enfin levé. On a trouvé le terrain où il est situé. Donc il est bien comme prévu à côté de la salle Antonin-Renaud. On le savait depuis le mois de janvier, comme vous l'avez dit. Cela dit, bravo, vos négociations ont bien réussi. Vous avez réussi à avoir 1343 mètres carrés pour 790 000 €, ce qui est quand même une belle somme, même si la famille Boyer, qu'on peut remercier effectivement, a fait un énorme effort. Ça m'étonne un peu, mais bon, très bien. Vous ne les connaissez pas, madame? Non, je ne les connais pas, effectivement. Alors, si vous les connaissiez, vous seriez abstenu de faire de telles réflexions. Je ne suis pas étonnée par leur attitude, je suis étonnée par le résultat. Ce qui est différent. Voilà, alors quand même, il y a quelque chose qui m'étonne énormément aussi, c'est que lorsque la commune vend un bien, c'est systématiquement en dessous du prix établi par les domaines.
On avait la litotype, on a la caserne des pompiers, on pourrait en citer d'autres. Et là, on arrive quand même à avoir une bonne augmentation, qui reste dans le raisonnable, mais une bonne augmentation par rapport au prix du domaine. Voilà, je voulais simplement vous faire ces remarques. Je vais vous répondre tout à fait tranquillement. Je l'avais expliqué la dernière fois. On a coutume de dire que le service du domaine donne une valeur à un bien. Pour moi, il donne un prix. Et le prix et la valeur, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Dans le cas d'espèce, c'est une belle somme, 790 000 euros. Pour un promoteur, ça vaut 900. Ça vaut déjà 100 000 euros de plus. Mais par contre, pour nous, c'est inestimable parce que ça conditionne la création d'une nouvelle école dans une enveloppe budgétaire où finalement, au niveau du foncier, on ne va pas beaucoup dépenser. Donc, c'était fondamental. Alors, quand vous me dites que la municipalité vend moins cher que l'évaluation du domaine et achète plus cher que l'évaluation du domaine, chaque fois que j'ai eu l'honneur de passer des délibérations pour des achats ou des ventes à la commune, chaque fois, ça a été motivé de manière à ce que tout le monde soit au courant du pourquoi de la chose. Et chaque fois, il y a des raisons qui ont été expliquées. Maintenant, madame, je vous donne rendez-vous dans un prochain conseil municipal où vous serez peut-être surpris par une vente que fera la commune par rapport au prix des domaines. Et peut-être que là, vous vous apercevrez qu'à ce moment-là, les services des domaines, pour qui j'ai beaucoup de respect, vous le savez, de par mon ancienne fonction, bien souvent, encore une fois, nous font état d'un prix, mais pas d'une valeur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On a toujours essayé de défendre le mieux possible les intérêts de la commune, notamment financièrement, et on va continuer comme ça. Je pense que en 2 mandats, si nous avons pu faire l'ensemble des réalisations que nous avons fait à hauteur de plus de 30 millions d'euros d'investissement pour la commune, sans augmenter les impôts, comme nous l'a rappelé M. Talentier lors du dernier conseil municipal, c'est que quelque part, on ne va laisser pas les sous par la fenêtre. On sait à peu près ce qu'on fait et on continuera à le faire. Voilà les précisions que j'avais à vous apporter. D'autres précisions, d'autres commentaires? Écoutez, je vous remercie. Qui est pour cet achat? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. C'est noté? C'est noté. Écoutez, voilà une bonne nouvelle pour notre commune. Même si notre position n'est pas nécessairement d'accord avec nous, nous allons faire une belle école pour nos petits. Allez, voilà. Écoutez, on va maintenant laisser la parole à notre ami Jean Puget, qui va nous présenter une motion pour enfin un véritable service public de l'énergie. Mon ami Jean, d'accord. Merci. Bon, on note le retour, non pas du Jedi, mais du René. Et donc, celui qui avait la procuration, la rame. Jean, je t'en prie. Merci. Vous avez tous entendu parler de la réforme EDF qui est en train d'être négociée entre l'État, EDF et l'Europe, qui donnerait lieu à une séparation d'EDF, GDF et d'EDF notamment en 3 entités. EDF bleu, dans laquelle serait versée toute la partie électricité nucléaire, EDF bleu azur, dans laquelle seraient versés les barrages hydrauliques avec le souci d'ailleurs de la gestion de l'eau dans notre pays, et EDF vert, dans lequel seraient versés un certain nombre de filiales d'EDF, dont Enedis qui assure la distribution d'électricité. Alors, EDF a connu un certain nombre de réformes depuis la nationalisation de 1946, et en fait aujourd'hui le 75e anniversaire de cette nationalisation. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont bougé, notamment l'ouverture des marchés, etc. Mais tout le temps a été rappelé par la loi française la question du service public de l'électricité et notamment de la distribution, puisque la distribution doit assurer le juste prix dans la construction des réseaux, dans la rénovation des réseaux, mais aussi ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, c'est-à-dire le même prix sur tout le territoire national, y compris le Dôme,
que l'on soit à côté d'une centrale ou au fin du fond de la Corrèze, on doit pas payer le même prix, et ça, c'est le réseau d'électricité, de distribution d'électricité. Alors, les communes sont concernées par cette question-là, puisque il faut savoir que dans la particularité française, le réseau de distribution d'électricité appartient aux communes, qui concèdent ensuite cette gestion à une entreprise de distribution, dont la loi dit qu'elle doit être 100% capitaux 100% public. Et au niveau de les Bouches-du-Rhône, les communes ont créé un syndicat mixte d'électrification départementale, le SMED 13, qui gère ces concessions de distribution avec l'État. D'autres départements ont fait d'autres choix, mais enfin, au niveau national, il y a ensuite la Fédération nationale des collectivités concédantes et rurales, qui est nos représentants vis-à-vis du ministère de l'Industrie et de l'État sur ces questions-là. Donc la réforme de l'EDF a eu une influence sur l'organisation du service public de l'électricité, sur la question de la distribution et donc sur la question de la façon dont on gérer les réseaux de distribution dont nous sommes propriétaires au niveau de des communes. Voilà, donc sur c'est créé un collectif national pour un véritable service de l'électricité qui s'est adressé à toutes les communes et nous proposons donc cette motion aujourd'hui qui vise à ce qu'on rappelle que l'électricité et le gaz sont des éléments essentiels pour la vie, qui sont aussi des éléments essentiels pour l'évolution climatique et pour les questions environnementales, qu'on doit considérer cette question de production, transport, distribution d'électricité et de gaz dans le cadre du service public, et que derrière, on demande l'abandon du projet de Hercule, qui lui ne répond plus du tout à ces objectifs-là. Surtout que, je le rappelle, la loi dit toujours que l'électricité doit être gérée par un service public, mais la réforme qui s'annonce ne sera plus du tout dans le service public, puisque Enedis, qui est aujourd'hui la filière de distribution d'électricité, verra son capital ouvert à 70%, et que l'État ne gardera plus que 30% de capitaux publics. C'est même pas la minorité de blocage du gouvernement. Et donc derrière, on sait qu'on a déjà vu sur les autres routes, les actionnaires risquent de réclamer beaucoup d'argent, et la question du coût de la distribution se rajoute au prix de l'électricité, puisque depuis la loi nouvelle organisation du marché de l'électricité en 2011, il y a un empilement des coûts qui fait que si on augmente la partie distribution, ça sera le coût final sur l'électricité. Voilà, donc on demande par cette motion aussi l'organisation d'un vrai débat sur le service public de l'énergie dans lequel doivent figurer tous les acteurs, c'est-à-dire les usagers avec leurs représentants, mais aussi les collectivités locales et toutes leurs associations qui les représentent, dont la FNCCR, qui était de cette question, qui a écrit d'ailleurs au gouvernement et à l'Europe sur le fait de cette réforme n'est pas une bonne chose. Voilà, donc nous proposons cette motion, et monsieur le maire, je vous propose de demander la mettre au vote. Jean, je te remercie de ce rapport que tu as fait avec passion, qui est complètement exhaustif, mais on connaît ta passion pour le service public. On sait aussi que tu es un ancien de l'EDF, ça s'appelait comme ça à l'époque, et donc ça explique beaucoup pourquoi tu nous proposes cette motion ce soir, que je vous demande de voter. Voilà, qui est pour l'adopter. Mesdames d'Ossemont et Picard, comment? Bien sûr. Donc, je voulais juste vous signifier qu'effectivement, ce projet Hercule est en pleine négociation en ce moment au niveau national. Alors, effectivement, vous avez apporté tous vos arguments. Il y en a des travailleurs à l'EDF, on sent que ça vous touche à cœur. Quand on écoute ce que le gouvernement dit, ça ne ressemble pas vraiment à tout ce qui est marqué dans la motion. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est une négociation. Donc, préjugé aujourd'hui de ce qui va sortir de cette négociation. Certains syndicats, et quand on va sur Internet, votre texte, on retrouve dans beaucoup de mouvances d'extrême gauche. C'est préjuger de ce qui va en sortir, c'est décider déjà de ce qui va avoir lieu. Il y a déjà au moins le mérite d'une concertation et d'en parler. Il y a actuellement un cours de négociation à l'Assemblée nationale, et c'est au rôle de député de défendre le projet ou pas, ou de le refuser quand il passera à l'Assemblée nationale. Donc, une motion, c'est simplement pour se faire plaisir, on sait très bien que ça n'a aucune conséquence concrète sur ce que le gouvernement voudra faire ou pas. C'est une prise de position politique
de la majorité municipale, pourtant qui se dit apolitique aux élections municipales. Mais bon, c'est jamais dit apolitique. On a toujours dit que le Parti communiste, c'était pas au Parti communiste. C'est pas politique que de dire que le chef de file n'est pas au Parti communiste. C'est idiot. Oui, c'est idiot. C'est idiot. Alors, effectivement, vous demandez un large public, alors même vous refusez un large débat public au niveau de l'urbanisation de notre commune. Sur un sujet encore moins important que l'EDF, vous n'arrivez même pas sur une commune à réunir les gens de la commune pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent sur les 15 prochaines années et s'ils acceptent qu'il y ait autant d'immeubles, autant de bâtiments sur la commune. Donc voilà, c'est juste. Alors, monsieur vous direz simplement que vous allez vous abstenir sur la motion. Si on repart sur la loi SRU et votre incompréhension totale des textes, je ne vais pas vous faire un cours d'urbanisme tous les soirs. Quant à mon apolitisme, je dis non. Par contre, vous m'expliquerez un jour à quel parti vous appartenez. Parce que pour vous avoir vu changer à chaque élection de veste, vous devez avoir une sacrée garde-robe. Alors, sur ce chemin-là, il ne faudrait pas trop vous mettre. Vous parlez de ça, à quel parti j'ai appartenu? C'est quoi? À quel parti j'ai appartenu? Il me semble, à une certaine époque, vous avoir vu longtemps avec M. Bernard Tapie. Tout à fait. Il me semble, à une certaine époque, vous avoir vu longtemps avec M. Christophe Masse. Voilà. Il me semble, à une certaine époque, avoir entendu dire que vous cherchiez à vous rapprocher de M. Macron. Je veux dire, arrêtez, M. Mounier. Je n'ai pas dans ma vie une carte à énergie sur le parti. Pas le reproche, on peut vous faire à vous-même. Alors, ne dites pas à la municipalité qu'elle est apolitique, alors que vous-même, vous avez à chaque élection. Si vous le voulez bien, j'ai compris que vous ne parlez pas. Là, mais ça ne sert à rien. Ce sont des débats stériles à ce niveau-là. On est au niveau d'une motion. J'ai bien compris que vous ne comptez pas la voter. Ce n'est pas un souci. Moi, pour moi, si vous avez le sentiment, vous, qu'une motion, ça ne sert à rien, c'est votre affaire, moi, je reste persuadé que des fois, ça fait avancer les choses. Voilà. Donc, je demande à la majorité municipale, est-ce que l'on vote? Jean? Oui, on va quand même fait d'entendre que les services publics, si l'extrême gauche, je suis content d'être à gauche parce que les services publics, c'est la totalité, ça concerne la totalité du truc. Je rappelle quand même que la loi de nationalisation de l'EDF et GDF, elle a été faite en 1946 par le gouvernement. Je n'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que le texte que vous avez écrit là, on le retrouve dans les réseaux sociaux, pratiquement à quelques phrases près, dans les Il est normal que la gauche, il y a des gauche, la CGT principalement, c'est tout ce que j'ai dit. D'accord. Et c'est pas ça. Parce que la défense publique, c'était l'extrême gauche. De ce type de truc. Alors aujourd'hui, quand même, sur cet appel, si vous regardez sur Internet, vous verrez, il y a 83 députés de tous bords. Je citerai au moins c'est M. Julien Auvert du Caucus, qui n'est pas d'extrême gauche, qui est républicain, qui est dans cet appel et qui vote aussi cette opposition au projet Hercule. Donc je pense qu'à la question des services publics, je suis fier d'être à gauche de le porter. Mais aujourd'hui, c'est surtout le résultat de ça qu'il faut que l'on défende tous ensemble, parce que laisser faire une telle réforme qui derrière aurait des conséquences sur le prix de l'électricité de tous les usagers, c'est pas une bonne chose. Mais je ne sais pas moi, après, encore une fois, je suis à gauche, je suis fier de l'être et je continue à porter ces valeurs. Et merci de faire voter cette motion. Donc je mets au voix. Abstention, opposition, abstention, Mme Picard, opposition, M. Bouillet.